Chers collègues, bonjour. Nous allons faire le point sur l'intérêt du score calcique coronaire chez les patients diabétiques. Voici donc la déclaration des conflits d'intérêts. Pendant des années, on nous a dit, à partir d'une publication dans les années 2000, que les patients qui ont un diabète ont un risque équivalent à un non-diabétique ayant déjà une maladie coronaire. Et par ce biais-là, ça justifierait toute la prévention secondaire à mettre en route. Cette idée a été battue en brèche par de nombreuses études depuis, et je vous présente tout simplement le registre suédois publié récemment et qui a comparé plus de 200 000 diabétiques à plus de 1 million de patients non diabétiques. Et on voit que si en haut on prend comme référence les patients non diabétiques dans différentes tranches d'âge, les patients qui ont un diabète sans autre facteur de risque cardiovasculaire ne sont pas plus à risque que ça, et que le risque cardiovasculaire des patients diabétiques va augmenter au fur et à mesure que d'autres facteurs de risque, souvent associés, vont s'y rajouter, avec des risques beaucoup plus importants quand on a plus de 3 facteurs de risque cardiovasculaire. C'est pourquoi dans les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie, publiées l'an dernier, a été proposé un tableau pour stratifier le risque du patient diabétique, et on voit que les patients sont à très haut risque lorsqu'ils ont un diabète avec déjà une maladie cardiovasculaire avérés, ou s'ils ont une atteinte d'organes cibles autres, ou bien s'ils ont plus de 3 facteurs de risque. Et puis les patients étaient considérés à haut risque s'ils avaient un diabète de plus de 10 ans avec un seul facteur de risque, et les autres patients diabétiques, notamment les plus jeunes, étaient considérés à risque modéré. C'est pourquoi pendant des années, on a cherché à savoir comment faire un dépistage de la maladie coronaire, et ici vous avez dans ce tableau l'ensemble des essais thérapeutiques où les patients diabétiques ont été carrément randomisés pour avoir des tests ischémiques, notamment de type scintigraphie, et de voir finalement si on pouvait améliorer le pronostic cardiovasculaire de ces patients. Et la grande majorité de ces essais n'ont pas permis d'améliorer le pronostic de ces patients, même si dans certains cas, le test était positif et on pouvait aller jusqu'à une coronarographie, voire même une revascularisation. Et c'est pourquoi maintenant les recommandations de la Société européenne de cardiologie ont mis un niveau de recommandation très faible de type 2B pour un dépistage des lésions ischémiantes ou lésions sténosantes, qu'il s'agisse d'un coroscanner ou d'un test d'ischémie. Et donc finalement, ce genre d'examen ne pourrait être utile que chez des patients qui auraient une très haute probabilité de maladie coronaire sévère, les patients qui ont une artériopathie, les patients qui ont une néphropathie, ou alors, comme vous le voyez, les patients qui auraient un score calcique coronaire très élevé. En effet, quand on regarde la proportion des patients diabétiques ou non diabétiques qui auraient eu un scanner thoracique pour estimer le score calcique coronaire, on voit bien globalement que les patients diabétiques ont en moyenne un score calcique coronaire plus élevé, et près de 20% de ces patients diabétiques ont un score calcique qui serait supérieur à 400. Inversement, on voit bien aussi qu'un tiers de ces patients n'ont pas de calcification coronaire, et que donc l'intérêt serait non seulement d'identifier les patients à très haut risque, mais également d'identifier les patients qui n'ont pas un risque important puisque le score calcique est nul. Et quand on regarde le devenir de ces patients, on compare ici les diabétiques et non diabétiques. Bon, les diabétiques clairement ont des événements plus souvent que les patients non diabétiques, mais vous voyez bien que plus le score calcique coronaire était élevé chez les patients diabétiques, plus le risque d'avoir des événements était important, et ce risque devenait franchement plus important pour les patients qui avaient un score supérieur à 100, voire supérieur à 400, et c'est à ce niveau de risque qu'on avait un risque équivalent à des patients qui avaient une maladie coronaire avérée, avec plus de 20% d'événements cardiovasculaires à 10 ans. Et donc, dans l'ensemble des marqueurs de risque cardiovasculaire disponibles, les recommandations proposaient une fois encore un niveau 2B pour le recours au score calcique coronaire. Éventuellement, l'intérêt serait surtout chez des patients qui ne sont pas déjà considérés à haut risque, comme déjà une maladie coronaire ou déjà une néphropathie diabétique, mais des patients qui a priori étaient considérés comme un risque modéré. En effet, un score calcique coronaire n'est pas notamment lorsqu'il est normal, enfin lorsqu'il est à 0, n'exclut pas la présence d'une maladie coronaire sténosante. Et on voit bien que dans ce travail réalisé auprès de près de 480 patients diabétiques, 11% des patients qui avaient un score calcique coronaire à 0 avaient néanmoins au coroscanner des lésions sténosantes significatives. Et quand on regarde ces patients de plus près, effectivement, ce sont des plaques non calcifiées qui néanmoins peuvent
occasionner un syndrome coronarien aigu. Et quand ils ont fait une analyse multivariée pour voir qui sont ces patients-là, c'était essentiellement des patients jeunes et des patients qui étaient fumeurs de tabagisme et pourvoyeurs de lésions sténosantes à un âge jeune et qui n'est pas forcément associé à une calcification. Donc finalement, l'idée de faire un score calcique coronaire chez les patients diabétiques, premièrement, pas chez des patients qui sont déjà considérés à très haut risque, et aussi, ce n'est pas forcément pour trouver des lésions sténosantes à revasculariser, mais surtout pour mettre en place une stratégie, je dirais, renforcée de prévention chez ces patients. La première idée, c'est par exemple l'aspirine. Vous le savez, l'intérêt de l'aspirine chez les patients diabétiques en prévention primaire et même chez les patients en général diabétiques ou non diabétiques a été revu à la baisse. Cette étude, l'étude Ascend, publiée il y a 2 ans, montrait que l'aspirine avait une réduction modérée de l'ordre de 12% des événements cardiovasculaires par rapport au placebo, mais par contre, ce bénéfice était contrecarré par un risque hémorragique plus important et finalement, l'un dans l'autre, aujourd'hui, on ne propose plus systématiquement l'aspirine chez les patients diabétiques. Mais quand on regarde dans ce registre américain le rapport entre le bénéfice et le risque de prescrire de l'aspirine, on voit bien que chez les tout venants, il fallait traiter plus de 400 patients sous aspirine pour éviter un événement, c'est la colonne bleue, alors qu'il fallait, au bout de 355 patients traités, on avait déjà un événement hémorragique majeur. Et donc, le rapport bénéfice-risque chez les patients diabétiques tout venant dans cette population n'était pas favorable. Par contre, quand on regarde notamment les colonnes vert clair et vert foncé, ce sont les patients qui ont un score calcique coronaire important. À ce moment-là, on va traiter 100 à 200 patients sous aspirine, on va déjà éviter un événement cardiovasculaire, et ce seuil est donc bien plus au-dessous du seuil d'occasionner un accident hémorragique sous aspirine. Un autre élément intéressant, c'est également de communiquer bien sûr ce score calcique coronaire aux patients, en n'hésitant pas à montrer les images, et on voit bien que les patients qui ont un score calcique élevé dans plusieurs séries ont une meilleure observance, qu'il s'agisse par exemple de la prise de statine ou de réduction pondérale, lorsqu'ils se savent étant plus à risque à cause de ce score calcique coronaire élevé. Et donc, pour conclure, bien évidemment que tous les patients diabétiques vont avoir une prévention, par exemple, en recours à une statine ou recours aux IEC, aux ARA2 pour prévenir les néphropathie diabétique. Mais dès qu'on sait que ces patients ont des calcifications coronaires, on peut intensifier le traitement, par exemple, par statine ou recourir aux nouveaux antidiabétiques qui ont justement un intérêt particulier chez ces patients les plus à haut risque, voire même introduire l'aspirine chez les patients ayant un score calcique supérieur à 100, et ce n'est que les patients supérieurs à 400 qui sont vraiment à considérer comme étant des patients équivalents à ceux qui ont déjà eu une maladie coronaire avérée. Je vous remercie. Bonjour à tous. On va donc parler du dépistage de la maladie coronaire chez le patient diabétique asymptomatique. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, on a envie de dépister la maladie coronaire chez le patient diabétique depuis longtemps en France parce qu'on sait que le patient diabétique est à sur-risque. Environ 2 à 3 fois plus de décès coronaires, de maladies coronaires, d'AVC. Donc, on a envie d'arriver avant les accidents. Et cette proposition, elle existe depuis longtemps, et cette attitude, elle existe depuis longtemps, donc notamment en France. Et je vous rapporte ici les 5 dernières études qui ont parlé de ça. Et dans ces 5 études, globalement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il y a une tendance à avoir cette action de dépistage, mais que ça n'est jamais significatif, à part peut-être dans la première, ça n'est jamais significatif en termes de diminution d'événements cardiovasculaires. Alors, quand on regarde un petit peu plus, et ça va être l'occasion de rentrer dans une des études, qui est Factor 64, quand on regarde un peu plus, on comprend un peu mieux pourquoi. Vous avez dans Factor 64 900 patients diabétiques qui ont été inclus et qui ont été divisés entre une attitude où on allait faire un coroscanner systématique ou pas de coroscanner. 450 par groupe. Alors, quand on regarde les chiffres, alors quand on regarde d'abord l'intérêt de ça, eh bien, on voit qu'il y a une différence qui est en faveur du coroscanner, mais qui n'est pas significative. Vous avez en bas, à gauche, les deux expressions de cette diminution. Donc, c'est pas significatif. Alors, quand on regarde un peu plus près, on voit en bas à droite qu'en fait que seuls 13% des patients qui ont eu un coroscanner ont eu une coronarographie au final, donc sur lesquels il y avait un doute sur une maladie coronaire, ce qui veut dire que 87% des patients avaient des scanners coronaires normaux. Donc clairement, on se dit qu'on s'est trompé de population. Et parmi ces 13% de gens qui ont dit coro, 8,9% en tout ont été revascularisés, ce qui fait relativement peu. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est les crossovers qui sont assez classiques dans ces études-là, c'est que dans le groupe qui n'a pas eu de scanner,
eh bien, il y a quand même eu 5% de gros et 3% de patients revascularisés. Donc, au final, la différence entre les patients revascularisés versus non revascularisés est faible. Et puis surtout, la population n'est pas la bonne. On ne peut pas prendre une étude dans laquelle on ne s'intéresse qu'à 10% finalement de la cible. Alors ça explique vraiment beaucoup de problématiques avec ces essais, c'est qu'on n'est pas sur la bonne population. On n'a pas une population qui est assez à risque. Les diabétiques sont à risque de maladies cardiovasculaires, mais ils n'ont pas tous une maladie cardiovasculaire et ils meurent pas tous d'une maladie cardiovasculaire. Et donc la Société européenne de cardio vous propose de stratifier ces patients en amont. Alors il y a 3 groupes par la Société européenne de cardio et la Société francophone européenne du diabéto. 3 groupes, risque modéré, haut risque, très haut risque. Le risque modéré, c'est quasiment personne. C'est un jeune diabétique, moins de 10 ans, aucun autre facteur de risque. Les très hauts risques, c'est des patients en prévention secondaire, bien évidemment, qui ont un target organ damage, c'est-à-dire qu'un dommage d'organe, c'est-à-dire protéinurie ou essence rénale, ou alors 3 facteurs de risque associés ou un diabète de type 1 de longue durée. Et tous les autres, ils vont être à haut risque. Et ce qu'on reproche à ces recommandations, si on peut reprocher quelque chose, c'est que beaucoup de patients, 95% des patients ou 90% des patients vont être à haut risque. Et dans ce haut risque, eh ben, il y a du vrai haut risque, mais en fait, il y a du très haut risque qu'on n'a pas vu et il y a du risque modéré qu'on n'a pas vu. Et donc, toute l'idée des recommandations que l'on propose ici par la Société française de diabéto et de cardio, c'est de faire à peu près pareil, de commencer par stratifier des patients à très haut risque en regardant s'il y a une protéinurie, s'il y a une insuffisance rénale, s'il y a un ECG anormal, une échographie anormale. Après, de rechercher des éléments de haut risque classiques, voilà, si voir que les patients aient quand même un risque suffisant. Et puis après, très vite, deuxième partie de ces position papers, c'est d'aller faire une stratification du risque. C'est-à-dire que quand le patient, vous le considérez à haut risque, eh bien, il faut aller voir un peu plus loin et on vous propose de faire un score calcique. Le score calcique coronaire est un excellent examen qui s'intéresse au coronaire elle-même. Et donc, on peut stratifier, alors, en fonction du score. Donc, vous voyez, plus de 400, on est sur un très haut risque. Entre 0 et 10, on est sur un risque modéré. Attention, sur les paramètres intermédiaires, entre 11 et 400, ça dépend de l'âge, parce que le score calcique est très dépend de l'âge. Par exemple, quand vous avez 200 de score calcique et que vous avez 58 ans, eh bien, vous êtes en fait à très haut risque. Mais si vous avez 200 de score calcique et que vous avez 65 ans, vous êtes juste à haut risque. Donc, qu'est-ce que permet de faire le score calcique? Il va permettre de recalculer, de réaffiner le risque. Et une fois qu'on a raffiné le risque, eh bien, ce qu'on vous propose, c'est de faire un dépistage de maladies coronaires uniquement chez les très hauts risques et pas chez les autres. Et probablement que là, ça sera plus rentable. Alors, comment on peut faire cette recherche de maladies coronaires significatives? Eh bien, clairement, alors c'est aussi illustré dans ces recommandations, il faut mettre un peu de côté l'épreuve d'effort, certes, qui est une bonne méthode pour évaluer les performances physiques de votre patient, mais qui a trop de faux positifs, de faux négatifs. Voilà. Donc, il faut privilégier les méthodes d'imagerie, c'est-à-dire l'épreuve d'effort couplée à la scintigraphie, à l'échographie de stress, l'IRM de stress ou directement le scanner coronaire à condition qu'il n'y ait pas trop de calcification. Alors, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à cibler une population dans laquelle le dépistage de la maladie coronaire va probablement être utile parce que la prévalence de maladies coronaires est plus élevée. Donc ça, c'est une première chose. Et ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que ça va permettre d'adapter le traitement antidiabétique. Vous voyez que c'est en haut, lorsqu'on a un patient qui est suspect d'être à très haut risque, eh bien, il faut éviter les hypoglycémies. Il ne va pas falloir descendre donc trop bas à l'HbA1c, il va falloir privilégier des molécules qui ont montré des effets cardioprotecteurs, comme les agonistes GLP-1 ou les IGLT2. Il va falloir également cibler le LDL. La cible de LDL n'est pas la même sur le niveau de risque. Moins de 100 sur un risque modéré, moins de 55 sur un très haut risque, moins de 70 sur un haut risque. Et donc, c'est important de bien adapter et d'utiliser des bons outils pour arriver à cet objectif. Voilà. Alors, donc, ça va permettre donc d'adapter complètement, de tailoriser, adapter donc le traitement de ces patients diabétiques. Voilà. En conclusion, on peut dire les choses suivantes. C'est que le risque cardiovasculaire élevé qu'on trouve chez les diabétiques et qui existe encourage à anticiper. Toutefois, ça n'a jamais été démontré comme étant vraiment significativement bénéfique. Alors pourquoi? Notre analyse et l'analyse de beaucoup de gens, c'est qu'en fait, c'est un problème de stratification. On ne s'adresse pas à la bonne population. Il faut une population qui ait quand même un risque suffisant. Et donc, il faut mesurer ce risque-là. Et la meilleure façon de mesurer ce risque-là, outre les target organ damage, c'est aussi pour le moment de faire un score calcique qui permet vraiment de bien voir à quelle population on est, de reclassifier la population en termes de risque. Après, chez les patients à
très haut risque notamment. C'est certainement beaucoup plus intéressant d'aller rechercher une maladie coronaire de façon avec un scanner ou une imagerie. Il faut donc privilégier ces imageries plutôt que l'épreuve d'effort standard et que, en fonction de ça, on va donc pouvoir savoir dans quelle population il faut aller rechercher la maladie coronaire, mais également adapter d'autres cibles, le traitement antidiabétique et le LDL cholestérol. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Serge Covenator. Je vais essayer de répondre à cette question. Est-il nécessaire de dépister les atteintes vasculaires infracliniques chez les patients diabétiques? Alors, il y a un lien tout à fait particulier entre diabète et athérosclérose, c'est que à partir des modifications métaboliques liées au diabète, vont s'enclencher des phénomènes directement au niveau des artères, vasoconstriction, phénomènes inflammatoires, phénomènes de thrombose, qui vont être le lit de la maladie athéromateuse. Il n'y a pas que ça dans le diabète, puisque il existe une forme d'atteinte artérielle qui est peut-être plus spécifique et qui est la médiacalcose ou maladie de Monkeberg. C'est une atteinte artérielle qui touche près de 40% des patients, qui constitue un facteur de risque, un marqueur de mortalité, notamment lorsque le diabète est ancien ou qu'il est mal contrôlé. En tout état de cause, les patients diabétiques ont un pronostic vasculaire qui est bien plus sévère, avec un risque d'événements multiplié par 2, que ce soit des événements coronariens, cérébrovasculaires ou liés à l'artériopathie. Ces différents éléments constituent une raison pour aller rechercher les lésions asymptomatiques. Alors, le dépistage peut se faire déjà au niveau des carotides. Par échodoppler, on va rechercher la présence de plaques athéromateuses. Ces plaques, leur présence constitue un marqueur d'atteinte coronaire infraclinique. J'ai bien dit coronaire, ce qui est fondamental, témoignant encore une fois du caractère ubiquitaire de cette maladie artérielle. Non seulement la présence des plaques est un marqueur pronostique, mais leur caractère hypoéchogène, leur importance va être un marqueur de survenue d'événements coronariens, on l'a vu, mais aussi cérébrovasculaires et liés à l'artériopathie des membres inférieurs, de sorte que les dernières recommandations de l'EASD sur la prise en charge du diabétique nous recommandent de faire un échodoppler au niveau des carotides, au niveau des fémorales pour évaluer la présence de plaques, ce qui constitue une réévaluation du risque et c'est une recommandation de grade 2A. À côté du territoire cérébrovasculaire, on parle souvent d'artériopathie des membres inférieurs chez les diabétiques. Il faut savoir que l'incidence de l'artériopathie des membres inférieurs est multipliée par 2 ou 4 chez les diabétiques, qu'il s'agit très souvent de formes très sévères et qu'on a un risque d'amputation qui est bien plus marqué chez les patients qui ont un diabète avec un risque d'amputation multiplié par 12. Il est donc essentiel d'aller rechercher cette artériopathie des membres inférieurs et là encore, les recommandations sont en faveur d'un dépistage par examen clinique ou plutôt par mesure de l'index de pression systolique. Et là, il s'agit d'une recommandation forte de grade 1C. Si on constate, si on effectue cette mesure d'index de pression systolique, on va avoir une attitude qui va varier en fonction des résultats. Si l'index de pression systolique mesuré au Doppler ou par méthode plétismographique dépasse 1,3, il faudra alors effectuer un test d'imagerie, un échodoppler pour ne pas le citer, afin d'avoir une cartographie des lésions. Entre 1 et 1,3, il n'y a probablement pas d'artériopathie des membres inférieurs. Entre 0,9 et 1, là aussi, il faut recourir à un test d'imagerie et encore une fois, c'est l'échodoppler. Et inférieur à 0,9, eh bien, on peut affirmer l'existence de cette artériopathie des membres inférieurs. Là encore, recommandation, c'est que lorsqu'on a un index de pression systolique inférieur à 0,9 et indépendamment de l'existence ou non
de symptômes, il va falloir aller effectuer une recherche de lésions, une caractérisation anatomique de l'atteinte artérielle aux membres inférieurs. C'est une recommandation de grade 1C. On y recourra, nous l'avons vu, également si l'index de pression systolique est particulièrement élevé. Et on l'a compris, l'écho-Doppler est la première méthode d'imagerie à mettre en œuvre chez ces patients diabétiques. Lorsqu'on trouve une artériopathie des membres inférieurs, si elle est symptomatique, un traitement antiplaquettaire va s'imposer. C'est plus discutable quand le patient est asymptomatique. Il va falloir considérer ce patient comme à très haut risque d'événements cardiovasculaires et obtenir un objectif de LDL cholestérol inférieur à 55 mg par décilitre avec une réduction de 50% de la valeur de base du LDL cholestérol conformément aux recommandations. En conclusion, on voit donc que l'atteinte artérielle périphérique constitue un marqueur de risque important et de mauvais pronostic chez les patients diabétiques et qu'il y a lieu, donc, dans ces conditions, d'en effectuer le dépistage. Bonjour, c'est un plaisir de discuter avec vous les nouveaux antidiabétiques oraux. Je m'appelle Geneviève de Rumeau et je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Si les complications cardiovasculaires sont très connues chez les patients diabétiques, des études récentes nous montrent que, au cours de la vie d'un diabétique, le risque de survenue de complications cardiovasculaires ou rénales est très important puisque 4 patients sur 5 seront diagnostiqués avec ces pathologies et pourront décéder de causes cardiovasculaires. Jusqu'en 2008, l'ensemble des essais visant à évaluer les effets des traitements antidiabétiques ont ciblé uniquement l'équilibre glycémique. Mais il est connu maintenant que la réduction de l'hémoglobine glyquée n'est pas associée à une amélioration du taux d'insuffisance cardiaque chez ces patients. Il est donc intéressant de noter que depuis 2008, les nouveaux essais thérapeutiques ciblant les nouvelles classes thérapeutiques ont introduit le risque cardiovasculaire parmi leurs critères d'évaluation. Et parmi ces nouvelles classes thérapeutiques, 2 d'entre elles se sont avérées efficaces sur la réduction du risque cardiovasculaire par des effets hémodynamiques et des effets anti-athérogènes. Il s'agit des glyphosines et des agonistes des récepteurs GLP-1. En ce qui concerne les glyphosines, leur effet est médié d'une part par des effets métaboliques liés à une glycosurie et d'autre part par des effets métaboliques liés à une natriurèse et une diurèse. Mais de façon intéressante, ces drogues semblent avoir des effets directement myocardiques liés à, d'une part, une amélioration de l'inflammation, mais également à une amélioration des performances énergétiques conduisant à une amélioration de la production d'ATP. Il est intéressant de noter que quand on compare cette classe thérapeutique, les glyphosines, à l'ensemble des classes de traitement antidiabétique, l'amélioration sur les différentes complications cardiovasculaires est présente de façon similaire chez des patients porteurs ou non de pathologies cardiovasculaires préalables. En ce qui concerne les agonistes des récepteurs GLP-1, leur efficacité est surtout retenue sur la survenue d'accidents vasculaires aigus, tels que l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, et sont donc recommandés de façon plus importante chez les patients porteurs de pathologies athéroscléreuses. Leurs effets sont médiés à différents niveaux de l'organisme, au niveau du cerveau par une augmentation de la satiété, au niveau du tube digestif par une diminution de la vidange gastrique et au niveau du pancréas par une amélioration de la sécrétion et de la synthèse d'insuline. Les effets de ces agonistes de ces récepteurs de GLP-1 sont donc également directs sur le niveau, au niveau vasculaire, avec une amélioration de fonction endothéliale et une réduction du stress oxydant et des effets anti-inflammatoires, associés à des effets indirects améliorant le contrôle glycémique, le contrôle de la pression artérielle et la réduction du poids. Si l'ensemble de ces classes thérapeutiques, et en particulier
les glyphosines et les agonistes des récepteurs de GLP1 ont montré une amélioration sur la survenue des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et de différents accidents cardiovasculaires aigus. En revanche, ils n'ont pas montré d'efficacité sur d'autres complications prévalentes du diabète que sont la rétinopathie, la neuropathie et les pathologies artérielles périphériques. Les recommandations récentes de la Société européenne de cardiologie ont donc mis au cœur de l'arbre décisionnel l'existence de pathologies cardiovasculaires préexistantes ou de patients à haut risque cardiovasculaire pour décider de l'introduction d'un traitement chez les patients diabétiques non traités jusqu'à présent, en privilégiant chez les patients à haut risque les glyphosines ou les agonistes des récepteurs des GLP1. En ce qui concerne les patients déjà traités par metformine, ils recommandent une association à l'une des deux classes thérapeutiques précitées chez les patients à haut risque cardiovasculaire. Au total, si ces deux classes thérapeutiques que sont les glyphosines et les agonistes des récepteurs GLP1 ont démontré une protection rénale et cardiovasculaire, en revanche, nous ne notons aucun effet positif sur la rétinopathie, la neuropathie et les pathologies artérielles périphériques. La prise en charge des patients diabétiques nécessite donc une double approche, l'une centrée sur l'équilibre glucidique, l'autre centrée sur la prévention du risque cardiovasculaire, de façon à améliorer au mieux le pronostic de ces patients. Je vous remercie de votre attention.